décombres d'un immeuble qui s'est effondré il y a 6 jours à Nairobi. Au Tchad, l'opération ville morte lancée par l'opposition n'a pas été suivie ce jeudi. Enfin, au Mali, 2 militaires ont été condamnés ce mercredi à 5 ans de prison ferme pour tentative de coup d'État. Nouvelle session de l'information sur Sika. Bonsoir à toutes et à tous. Au Kenya, une femme a été sortie vivante ce jeudi des décombres de l'immeuble qui s'est effondré il y a 6 jours à Nairobi. Une catastrophe qui a causé la mort d'au moins 33 personnes. La miraculée a été immédiatement transférée vers l'hôpital Kenyatta de Nairobi. Elle avait été retrouvée ce jeudi matin par les équipes de secours qui ont mis plusieurs heures à la dégager des ruines de l'immeuble situé dans un quartier pauvre de l'est de la capitale kenyane. L'immeuble de 6 étages s'est affaissé sur lui-même dans le quartier populaire de Huruma, dans le nord-est de la capitale kenyane, en raison de pluies torrentielles et de la mauvaise qualité de la construction. Et concernant cette actualité au Kenya, les survivants de la catastrophe décrivent comment ils ont réussi à s'extirper des décombres. Mais ils craignent le pire pour leurs proches encore portés disparus. L'immeuble de 6 étages s'est affaissé sur lui-même dans le quartier populaire de Huruma, dans le nord-est de la capitale kenyane, en raison de pluies torrentielles et de la mauvaise qualité de la construction. Le bilan de la catastrophe est désormais de 26 morts, 3 nouveaux corps ayant été découverts au cours des dernières 24 heures dans les ruines de cet immeuble qui s'est effondré vendredi dernier. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Tout est encore très clair dans mon esprit parce qu'avec une de mes amies, on devait être sorti de l'immeuble avant qu'il ne s'effondre. Mais elle est retournée à l'intérieur pour récupérer quelque chose. Elle est toujours portée disparue. Elle et toute sa famille, je me sens si coupable. Près de 100 personnes sont par ailleurs toujours portées disparues, alors que les efforts en vue de trouver d'autres survivants continuent. Je suis ici parce que mon fils et mon petit-fils sont encore coincés. Avec eux, j'ai 5 membres de ma famille qui sont toujours portés disparus. Et on ne sait pas où ils sont. C'est pour cela que nous sommes ici, parce qu'on ne sait pas par où commencer. Ils sont toujours portés disparus et on ne sait pas s'ils sont en vie ou morts parce que les secouristes nous disent qu'ils ont pu entendre des gens parler au premier étage de l'immeuble. On prie Dieu pour qu'au moins 1 ou 2 puissent sortir en vie. Au total, 30 personnes ont péri à Nairobi depuis vendredi à cause de ces averses torrentielles les plus violentes depuis le début de la saison des pluies. Au Tchad, l'opération ville morte lancée par l'opposition contre ce qu'elle dénonce comme un hold-up électoral du président Idriss Déby Itno, réélu pour un 5e mandat, n'a pas été suivie ce jeudi dans les 2 principales villes du pays. Dans la capitale N'Djamena, les administrations fonctionnaient normalement, les marchés étaient ouverts et fréquentés, tout comme les banques et les établissements scolaires. La circulation dans la rue était aussi dense que d'habitude. L'appel à ce mouvement ville morte avait été lancé mercredi dernier, après que le Conseil constitutionnel tchadien eut confirmé dans la nuit de mardi à mercredi la réélection pour un 5e mandat d'Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans dès le premier tour de la présidentielle du 10 avril. 6 candidats d'opposition, dont le chef de file Saleh Kezabo, avaient appelé à cette journée ville morte sur l'ensemble du pays en signe de protestation. Au Soudan du Sud, la responsable de l'Organisation des Nations Unies se dit toujours préoccupée par l'accalmie relative dans le pays. Mercredi, Hélène Magref Loej a appelé le gouvernement de transition à honorer ses promesses et à mettre en place l'accord de paix. Images et son. Un Soudan du Sud définitivement pacifié. Le Conseil de sécurité de l'ONU y accorde particulièrement du prix. Saluant la formation du gouvernement de transition, il a élaboré une liste de tâches pour le nouveau gouvernement sud-soudanais, dont celle de parvenir à un accord sur des élections, une consolidation du cessez-le-feu et la lutte contre la corruption.
For the sake of the South Sudanese people. Pour le bien du peuple soudanais, je fais confiance au gouvernement de transition pour mettre en place l'accord de paix et je les appelle encore et toujours à tenir leurs promesses et à créer une nation en paix et prospère. J'appelle tout le monde, y compris vous, tous les Sud-Soudanais, à travailler ensemble avec tout le monde afin de réaliser ce rêve. Un rêve dont l'accomplissement, en croit le Conseil, n'exclut pas de traduire en justice les responsables des actions durant la guerre civile dans le pays. Fin 2013, soit seulement 2 ans après son indépendance, le Soudan du Sud a été plongé dans la guerre civile quand les combats ont éclaté au sein de l'armée nationale, minés par des dissensions politico-ethniques alimentées par la rivalité entre Salva Kiir et Riek Machar, le premier accusant le second de fomenter un coup d'État. Le conflit notamment marqué par des massacres à caractère ethnique, des atrocités, des viols et des tortures a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. À ce jour, le bilan exact reste inconnu. Du Soudan du Sud, rendons-nous au Mali où pour avoir fomenté une tentative de coup d'État en 2014 contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, 2 militaires ont été condamnés ce mercredi à 5 ans de prison ferme. Selon l'arrêt de renvoi, le 3 juin 2014, le lieutenant Mohamed Ouattara, officier du 333e régiment des commandos parachutistes, et le sergent-chef Amara Silla ont eu un entretien qui a porté sur un coup d'État militaire contre le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cet arrêt de renvoi décrit des lieux de rendez-vous et le mode d'action présumé pour réaliser ce coup de force. Un autre militaire, également accusé d'être impliqué dans l'exécution du coup d'État, a lui été acquitté. Prix ambassadeur de la conscience, 3 mouvements d'activistes jeunes en Afrique ainsi que la vedette béninoise Angélique Kidjo sont honorés. Une initiative de l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International. Les détails. Y en a marre du Sénégal, Balai citoyen du Burkina Faso et Lucha de la République démocratique du Congo. Le prix ambassadeur de la conscience récompense des personnalités ayant fait preuve d'un courage exceptionnel pour combattre l'injustice. Amnesty International estime que Angélique Kidjo et les membres de Y en a marre, du Balai citoyen et de Lucha sont tous reconnus ardents défenseurs des droits humains qui mettent leur talent au service de la mobilisation. Angélique Kidjo a été primée pour son militantisme en faveur de la liberté d'expression, pour l'éducation des filles en Afrique, ainsi que pour la lutte contre les mutilations génitales féminines. Y en a marre est un groupe de rappeurs sénégalais et de journalistes qui ont uni leurs forces en janvier 2011 pour encourager les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Lucha, qui signifie lutte pour le changement, est un mouvement de jeunes engagés dans des manifestations pacifiques à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est engagé pour les droits humains et la protection des civils et se bat contre les inégalités sociales. Enfin, le Balai citoyen est un mouvement de la société civile burkinabé engagé dans l'organisation de manifestations pacifiques. Le mouvement a contribué à la mobilisation populaire qui a entraîné le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré, alors que celui-ci voulait modifier la Constitution pour briguer un autre mandat. Pour l'artiste d'origine béninoise Angélique Kidjo, ce prix va la pousser à continuer à parler haut et fort des questions cruciales qui concernent les droits humains. Direction la Grande-Bretagne où les Londoniens sont en passe d'élire ce jeudi. Sadiq Khan, un musulman fils d'un chauffeur d'autobus pakistanais, parfaite illustration du cosmopolitisme et de la capitale britannique. Les sondages créditent le candidat travailliste de plus de 10 points d'avance sur son principal adversaire, le conservateur et fils de milliardaire Jack Goldsmith. Reportage. Si cette avance se concrétise dans les urnes, Sadiq Khan, 45 ans, député de Tooting, un quartier populaire du sud de Londres où il a grandi en cité HLM, succédera au charismatique Boris Johnson et deviendra le premier maire musulman d'une grande capitale occidentale. Je suis fier d'être musulman, a-t-il déclaré mercredi, interrogé sur cette perspective.
Mais il a souligné que sa confession n'était que l'une des composantes de sa personnalité. Zach Goldsmith, 41 ans, député du quartier résidentiel de Richmond, a notamment accusé l'ancien avocat des droits de l'homme d'avoir fréquenté des extrémistes islamistes, des attaques relayées par le Premier ministre David Cameron. Mais dans une ville dont 30% de la population est non blanche et tient à sa réputation de tolérance, ces stratégies pourraient avoir l'effet inverse de celui souhaité, estiment les analystes. Les deux candidats ont promis de répondre aux problèmes les plus criants de la capitale, dont la population a augmenté de 900 000 habitants en 8 ans pour atteindre 8,6 millions. Logements inabordables, transports saturés et pollution. Les bureaux de vote ont ouvert depuis 6 h GMT et le resteront jusqu'à 21 h. Les résultats ne seront pas connus avant vendredi après-midi. Outre les Londoniens, les Écossais, les Gallois et les Irlandais du Nord votent jeudi pour élire leurs nouveaux parlements régionaux, tandis que 124 conseils municipaux seront renouvelés en Angleterre. Ouverture de la procédure de destitution ce mercredi au Brésil. Le sénateur brésilien chargé du rapport de la commission spéciale chargée de déloger la présidente de gauche Dilma Rousseff s'est prononcé en séance plénière. 126 pages, c'est le volume du rapport du sénateur Antonio Anastasia, membre du principal parti d'opposition au Brésil, le PSDB. Ce dernier prône la continuité de la procédure contre la chef de l'État. Mon vote va à l'instauration de la procédure de destitution, en ouvrant un délai pour que la personne inculpée puisse répondre et ainsi débuter la phase de l'instruction. L'opposition accusant le gouvernement d'avoir maquillé les comptes publics en 2014 pour minimiser l'ampleur du marasme et favoriser sa réélection réclame le déclenchement d'une procédure de destitution parlementaire de la présidente. La recommandation de la commission sera soumise au vote des 81 sénateurs le 11 ou le 12 mai prochain. Dilma Rousseff sera tenue à l'écart du pouvoir s'il l'approuve pour un maximum de 180 jours. Elle sera alors dans l'attente du jugement final et c'est son vice-président du parti centriste Michel Temer qui prendra sa place. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous pour l'attention.